Depuis 5 ans, les prix de l'abonnement Netflix ne cessent d'augmenter. Le catalogue semble se réduire et son accessibilité également. Mais pourtant, la grande majorité reste abonnée et l'entreprise ne semble jamais s'être aussi bien portée. Alors, comment, même en ayant trahi une partie de ses promesses initiales, Netflix a réussi à maintenir sa domination sur le monde du streaming et du divertissement en général? J'ai enquêté pendant plusieurs semaines pour en trouver les raisons cachées et ce que j'ai découvert risque de vous intéresser. Vous vous êtes sûrement déjà fait la remarque, mais ces derniers temps, la plateforme américaine semble de moins en moins valoir le coup. Si auparavant Netflix était clairement un bon plan pour les passionnés de films et de séries, de plus en plus d'utilisateurs remettent en cause son hégémonie. Le mot arnaque peut alors sembler exagéré, mais il est surtout là pour souligner le contraste entre les attentes des débuts et la perception actuelle. Et pour cause, le service a enchaîné les décisions impopulaires. Netflix débarque en France en septembre 2014, il y a donc un peu plus de 10 ans. C'est le jour J, c'est aujourd'hui que le géant américain Netflix lance son service de VOD en France. Alors, petite révolution ou pétard mouillé, que nous réserve précisément Netflix à nous? À l'époque, le marché du streaming n'existe pas vraiment. Certes, il existe des services, souvent intégrés au Box TV pour louer des films à 3 € pour 24 heures ou 48 heures, mais la possibilité d'un abonnement illimité ne s'est pas imposée. Surtout, il faut prendre en compte que nous sommes à peine plus de 2 ans après la fermeture définitive du site de téléchargement illégal Mega Upload qui avait complètement démocratisé la pratique. Netflix débarque alors avec une proposition très forte. Pour seulement 7,99 €, un catalogue immense de films, séries et documentaires à la demande depuis chez soi et n'importe quel appareil. Une offre extrêmement attirante sur laquelle on reviendra. Mais si on regarde les chiffres aujourd'hui, la différence fait mal. L'offre à 7,99 € est passée à 13,50 €, à savoir pratiquement le double. Même l'offre premium a augmenté de 67%, passant de 11,99 € à 19,99 €. Alors oui, l'inflation, le Covid, l'Ukraine, mais un service qui double ses prix en 10 ans, c'est pas forcément bon signe. Ces hausses s'expliquent donc effectivement en partie par l'inflation et même les investissements, mais le consommateur perçoit surtout une offre moins avantageuse. En plus, il faut ajouter aux 13,50 € les prix des concurrents qui sont venus s'implanter sur le marché. D'après une étude de reviews.org, en moyenne, un Américain dépense 42 $, donc un peu plus de 40 € par mois en abonnement aux plateformes de streaming. C'est près de 500 € par an. Et surtout, l'étude relève une hausse de 23% par rapport à la précédente étude. Et on pourrait penser que ces hausses de prix sont justifiées pour financer des séries, par exemple avec beaucoup de costumes, beaucoup de décors comme Bridgerton ou The Crown, mais quand on regarde le catalogue de Netflix aujourd'hui, est-ce que ça l'est vraiment? Alors, si à l'origine Netflix était indiscutablement un bon plan financier, aujourd'hui, ça prête plus à débat. À tel point que de nombreux utilisateurs font part de ce qui est appelé la streaming fatigue. 28% des Américains se sentent submergés par le nombre de plateformes et leurs coûts. Du côté des Français, une étude d'Ipsos de janvier 2025 montrait que pour 80% des sondés, le coût des abonnements aux médias est trop élevé par rapport à la valeur perçue. Le prix apparaît d'ailleurs comme le principal critère de choix. À cette problématique pécuniaire, Netflix voit aussi son image en tant que producteur de séries et de films de qualité se dégrader au fil des ans. À l'origine, la plateforme s'est faite connaître par le biais de séries phares qui réussissaient à allier succès critique et populaire. L'exemple qui vient immédiatement en tête, c'est forcément House of Cards, qui avait en plus la bonne idée de viser une cible un peu plus âgée, donc avec du pouvoir d'achat. Pareil pour Orange is the New Black, qui a été un petit phénomène à sa sortie. Pareil pour Black Mirror, qui n'est pas purement une série Netflix à l'origine, mais qui s'est vite vue associée à la plateforme. Et surtout, comment ne pas parler du raz-de-marée Stranger Things, qui se termine cette année, et sur lequel on reviendra probablement en vidéo. À côté de ces contenus populaires, le site s'est aussi acheté un succès d'estime avec des séries comme Mindhunter, dirigé par David Fincher, ou le film Roma, par Alfonso Cuarón, qui ira jusqu'aux Oscars. And the Oscar goes to Roma!
Mais cette image s'est petit à petit détériorée. Déjà, il y a l'éternelle problématique des annulations de séries. En 2023, Netflix avait annulé ou terminé 23 séries et sorti plus de 100 nouvelles saisons. Le problème, c'est que comme souvent, on se souvient beaucoup plus des trains en retard que ceux à l'heure. Les annulations de Mindhunter, voire de Sense8, malgré le film final, restent en travers de la gorge de nombreux utilisateurs. Je suis sûr que c'est votre cas. Surtout qu'à l'inverse, on voit d'autres séries comme Emily in Paris ou Elite qui sont constamment renouvelées. C'est logique, puisque les audiences de ces contenus sont très bonnes, mais en termes d'image, ça donne l'impression d'une baisse de qualité. C'est renforcé par les films Netflix qui sont en moyenne assez décevants. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite l'année dernière sur le sujet, puisque je fais environ une vidéo par an pour défoncer Netflix, où j'avais comparé les plus gros succès de la plateforme par rapport aux plus gros blockbusters hollywoodiens de manière générale, et on avait effectivement constaté une différence, et notamment une baisse dans les notes et les critiques entre les films Netflix par rapport aux films dits traditionnels. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais l'arrivée des autres plateformes a petit à petit érodé le catalogue de Netflix. Friends et les films Harry Potter ont rejoint Max. Pareil pour les Disney, les Marvel et les Star Wars qui sont désormais sur Disney+. Après, évidemment, ça reste subjectif et certains diront sûrement que Netflix n'a jamais produit autant de qualité. Mais bon, disons que c'est pas le discours dominant. Mais la vraie trahison de Netflix, celle qui a fait passer le service de streaming de l'autre côté de la force, c'est la fin du partage des mots de passe. On a tous un moment ou l'autre dans notre vie squatté un compte Netflix ou d'un autre service. Alors techniquement le partage a toujours été limité puisque c'était impossible de se connecter à plus de 2 ou 3 en même temps pour regarder un contenu, ce qui est assez logique, sinon la terre entière pourrait profiter d'un seul abonnement. Mais c'était une pratique tellement répandue que c'était même utilisé en argument marketing par l'entreprise. Même Canal+ avait repris cette thématique pour en faire une publicité autour du partage de mots de passe. Ah, c'est quoi mes codes? C'est pas Camolox 1, 2, 3. Non, j'arrête. Ah, c'est pas mon compte. Mais quoi, c'est pas ton compte? CAD? Oui, toi, ça va commencer. Allô? Ouais, salut, c'est CAD. Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal, s'il te plaît? Comment ça, tu utilises encore mes codes? Bah tu rigoles, ça fait hyper plaisir que tu m'appelles. Même si c'est juste pour me taxer mes codes. En 2023, Netflix décide de mettre fin à cette pratique et même de limiter à l'usage d'un foyer par compte. Une difficulté supplémentaire si vous avez une résidence secondaire ou qu'un membre de la famille déménage. Alors que pourtant, il s'agissait de la promesse de base de Netflix, de pouvoir emmener son abonnement partout et à plusieurs. Cette décision fait suite à une panique qui s'était propagée l'année précédente, donc 2022, dans l'entreprise. Pour la première fois de son histoire, le service de streaming gagnait moins vite des abonnés. Pire, il en a perdu. Le plafond du nombre d'abonnés potentiels était en train d'être atteint. Pour rassurer les investisseurs et éviter le crash, il a été décidé de forcer les squatteurs à passer à la caisse. Et le pire ? Bah ça a marché. Dans les mois qui ont suivi, l'entreprise a connu une hausse considérable du nombre d'abonnés. Cependant, ce n'était pas suffisant pour maintenir sur le long terme les résultats financiers. Un dernier choix, une dernière trahison a alors eu lieu, l'arrivée des publicités. À la fin de l'année 2023, l'offre Netflix Essentiel, la plus abordable en termes de prix, a été supprimée. Une nouvelle formule avec publicité est proposée pour la remplacer. Il y a alors deux problèmes. Le premier, c'est qu'à son lancement, environ 5% des titres du catalogue Netflix américain, et en France, à peu près les mêmes, sont absents, car les droits négociés n'incluaient pas un service avec publicité. On parle quand même de séries comme House of Cards, Peaky Blinders, The Last Kingdom ou Arrested Development. Mais surtout, cette arrivée de la publicité, elle trahit la promesse initiale de la plateforme. À l'origine, si on s'est abonné à Netflix, plutôt que de continuer à utiliser les sites de streaming illégaux, c'est pour éviter la publicité intrusive, tout en payant un moindre coût. Quand l'arrivée des publicités ont été annoncées, de nombreux consommateurs se sont plaints. Certains ont même prédit la mort de la plateforme. J'étais moi-même assez pessimiste concernant son succès, et pourtant, pendant le premier trimestre de 2024, 61% des nouveaux abonnés Netflix rejoignaient la plateforme par le biais de cette offre à prix réduit mais avec publicité. En janvier 2024, ça représentait 23 millions d'utilisateurs. Surtout que cette présence publicitaire est extrêmement rentable pour Netflix. Ce n'est pas la première plateforme à tester ce modèle. Hulu, aux États-Unis, a toujours eu une offre avec des annonces commerciales et c'était celle qui rapportait de loin le plus d'argent à l'entreprise. Hulu has always had two tiers to its service, ad-free and ad-supported. According to this 2019 article, Hulu's ad-supported option was the most lucrative tier of their business. Surtout, ça permet à la plateforme de plus être dépendante du nombre d'abonnés. Auparavant, les seuls revenus de Netflix, en dehors des produits dérivés, provenaient des abonnements payants. Donc, pour faire rentrer plus d'argent, il fallait faire rentrer plus d'abonnés ou augmenter les prix. Sauf qu'on l'a vu,
ils ont atteint un plafond. Les publicités sont alors un excellent levier, car ils peuvent les vendre plus ou moins cher aux annonceurs selon les cibles, augmenter ou diminuer leur présence sans que cela soit trop perçu par l'audience, contrairement à une hausse des prix. Leur champ d'action se retrouve élargi. Alors même si l'offre publicitaire rend Netflix plus accessible, elle trahit la promesse initiale d'un service sans interruption. Mais c'est exactement ici qu'apparaît cette étrange contradiction qui m'a poussé à mener cette enquête. Ces différents changements ont donc fait passer Netflix de bon plan à quasi-arnaque. Son prix a doublé, la qualité ne semble pas s'être améliorée, au contraire, on ne peut plus partager un compte et maintenant on paye même pour de la publicité, l'inverse de la promesse initiale. Si on nous avait dit ça il y a 5 ans, on aurait prédit la mort du service. Pourtant, il n'y a pas eu de désabonnement massif. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, y compris moi, Netflix ne s'est pas écroulé. Le service qui avait réussi à sortir l'industrie de la crise du piratage a fini par trahir toutes ses promesses. Pourtant, on n'a pas observé de retour massif à ces pratiques. Pourquoi? Est-ce qu'on reste abonné parce qu'on a tellement investi notre temps dans l'histoire de Stranger Things qu'on a absolument envie de voir la fin de la série? Ou est-ce que c'est d'autres raisons qui jouent sur nos biais humains? Spoiler, un peu des deux. Pour trouver la réponse, je me suis alors penché sur les différentes stratégies de Netflix au cours de leur histoire et leur effet sur nous. Et je pense avoir trouvé des pistes intéressantes. Ça commence évidemment du côté du service de streaming qui a mis depuis plusieurs années en place des manœuvres stratégiques permettant de surmonter ces difficultés. Comme d'habitude, vous connaissez vidéos autoproduites, pas de sponsoring avec Netflix, mais en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à participer parce que ce genre de vidéos, encore plus que les autres, c'est des vidéos aussi d'expérience de ok, est-ce que vous êtes encore abonné à Netflix, est-ce que vous l'étiez, qu'est-ce qui vous pousse à vous désabonner ou à l'inverse à rester abonné, ça m'intéresse énormément, surtout que très souvent vous apportez des éléments complémentaires qui sont vraiment pertinents. Et si cette vidéo vous plaît, de manière générale, n'hésitez pas à partager, vous abonner et à mettre un pouce bleu. Merci encore une fois à tous ceux qui le font. Le succès de Netflix n'est pas naturel, il ne s'est pas construit tout seul. Pour moi, si la plateforme est encore aussi populaire aujourd'hui, c'est parce qu'elle a parfaitement su gérer son avance sur le marché. Elle a mis en place une stratégie initiale extrêmement pertinente et a parfaitement su manier l'arrivée notamment des publicités. Parce qu'effectivement, la première grande manœuvre pour moi de Netflix concerne sa gestion de l'intrusion publicitaire. Comme je l'ai expliqué, le forfait avec pub de Netflix rencontre un immense succès. D'ailleurs, c'est même probable que certains d'entre vous soient abonnés via cette offre. Pour éviter une mauvaise satisfaction de la part des utilisateurs, la plateforme doit alors gérer la manière dont ces encarts sont présentés. On a par exemple vu sur YouTube cet encart devenir de plus en plus long avec de moins en moins la possibilité de le passer pour augmenter les revenus. Quand on regarde The Witcher, on veut être plongé dans l'univers fantastique. Une publicité au mauvais moment et l'immersion est détruite. Others run to grab our breakfast deal for only $2.79. My food addiction is killing me. Netflix a alors énormément expérimenté sur le sujet. Ils ont par exemple testé les pubs lorsque vous mettez pause, ce qui permet d'être sûr de ne pas interrompre l'expérience de visionnage du spectateur. La chercheuse Laure Perrault a écrit un article intitulé « Netflix avec des publicités : une étude exploratoire de la relation entre la valeur perçue de l'offre et l'intrusion publicitaire perçue », dans laquelle elle revient sur cette problématique de l'intrusion publicitaire. Elle a gentiment accepté de répondre à mes questions sur le sujet. Tout d'abord, il faut bien comprendre à quoi correspond l'intrusion publicitaire perçue. L'intrusion publicitaire perçue, c'est ce petit moment où tout à chacun va ronchonner parce qu'il est interrompu par une publicité. Ah, punaise, ils ont mis de la pub ici. Ça, typiquement, c'est de l'intrusion publicitaire perçue. Cette perception, elle est causée par le non-respect de ce que l'on considère en tant qu'individu comme notre propre espace. Alors, ce peut être notre espace physique, sonore, mais ce peut être aussi notre espace psychique. Et donc, pour travailler là-dessus, on est allé chercher une théorie en psychologie qui a été développée par Didier Anzieux en 1994, qui s'appelle la théorie du moi-peau. Notre psychique est construit comme la peau de notre corps. Donc, il y a toute une multitude de couches, le derme, l'épiderme, etc. Et parmi ces couches qui enveloppent le psychique, on a notamment une surface qui s'appelle la surface d'excitation, qui permettrait de laisser les excitations externes arriver jusqu'à nous, mais aussi qui permettrait à nos émotions de sortir vers l'extérieur, par exemple. Et donc ça fonctionne très très bien dès lors que les excitations ou les affects internes sont relativement modérés. En revanche, dès lors que ces excitations internes ou externes sont trop fortes, trop violentes, eh bien la surface se déchire de la même façon qu'on pourrait se couper par exemple la peau ou se brûler. Et quand il y a déchirure de la surface d'excitation, eh bien on est typiquement dans l'intrusion publicitaire perçue. Cette déchirure de la surface
phase d'excitation qui nous fait prendre conscience de la présence d'annonces non désirées, elle a donc lieu lorsque celles-ci deviennent trop fortes. Il y a alors énormément de facteurs à prendre en compte pour expliquer la perception de la publicité. Parmi les variables qui viennent de l'individu, eh bien, il peut y avoir un trait de caractère, par exemple. On est plus ou moins patient, typiquement. On est plus ou moins fatigué, voilà. Et puis, parmi les éléments qui viennent de l'extérieur, il peut y en avoir beaucoup. Donc, il y a la façon dont la publicité va s'afficher. Est-ce qu'elle occupe tout l'écran ou pas? Est-ce qu'elle interrompt en totalité ou pas le programme que je suis en train de regarder? Est-ce que c'est une annonce qui est très longue ou très courte? Est-ce que c'est une annonce qui est très forte ou dont on a modifié les caractéristiques sonores? Est-ce que c'est une annonce qui potentiellement concerne un produit ou un ensemble de produits qui m'intéresse ou pas? Est-ce que la publicité est personnalisée ou pas? Est-ce qu'on utilise mes données? Est-ce que je sais qu'on utilise mes données? Est-ce que ce sont des publicités qui sont répétitives? Est-ce que je vois tout le temps la même ou pas? Tous ces éléments sont donc à doser avec la plus grande précaution par Netflix pour maintenir leurs utilisateurs satisfaits. La recherche menée par Laure Perrault a alors visé à comprendre exactement comment les abonnés de cette offre l'appréhendaient de ce point de vue. Donc la question qu'on s'est posée dans cette recherche-là, c'était « J'accorde suffisamment de valeur à mon abonnement Netflix pour tolérer, accepter un abonnement avec publicité ?» Et on s'est rendu compte que plus l'individu accorde de valeur à son abonnement Netflix, moins il perçoit d'intrusion publicitaire perçue. Et celle qui a l'impact le plus fort, c'est la dimension prix en fait. C'est-à-dire que les gens ont très conscience que c'est parce que je bénéficie d'une réduction de prix que j'ai de la publicité. Donc ça, c'est très clair dans leur esprit. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre étude. On pourrait presque dire dans notre étude que le prix n'est plus tellement un sacrifice, comme on l'accepte normalement, classiquement dans la théorie de la valeur, mais presque est devenu presque un bénéfice. C'est extrêmement intéressant car ça signifie que désormais, le tarif de 5,99 € est vu comme un avantage pour une partie des abonnés à cette offre, au lieu d'être perçu comme un sacrifice financier à concéder en plus de la présence des publicités. La plateforme semble en effet consentir un maximum d'efforts sur cette offre avec publicité. Elle pourrait même, à terme, devenir l'offre principale, voire la seule. Car, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et comme expliqué plus tôt, elle rencontre un franc succès, ce qui était difficile à anticiper. Très sincèrement, quand Netflix a fait l'annonce de cet abonnement, j'y croyais pas parce que je travaille essentiellement sur l'intrusion publicitaire perçue et que je vois mon job comme l'opportunité d'identifier des limites que les entreprises ne doivent pas franchir dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelques étudiants qui vont prendre cet abonnement-là. Non. Pas du tout, en fait. Quand on voit l'évolution des chiffres, je me pose des questions. Pour beaucoup, il y a une contrainte de budgétaire forte, ça c'est clair. Je consens à avoir de la publicité parce que financièrement, je n'ai plus la possibilité de mettre aussi cher dans mon abonnement. Surtout si au regard de ça, c'est économiser 5, 6, 7 € pour pouvoir manger. Et en même temps, ne pas avoir Netflix aujourd'hui ou n'importe quel autre abonnement d'ailleurs, c'est aussi... Enfin, c'est rentrer dans les normes comme avoir un téléphone portable, comme... Et on paraît être bizarre si on n'a pas ce type d'abonnement-là au regard des autres. Donc je pense qu'à l'avenir, malgré tout, les gens vont quand même avoir des abonnements, et même s'il y a de la publicité. La manière dont Netflix a réussi à incorporer les annonces dans son offre semble le fruit d'une stratégie bien huilée. Elle permet de renouveler son offre, d'augmenter ses abonnés et d'être plus accessible, mais plus encore. Cet équilibre entre la valeur perçue de l'offre et l'intrusion publicitaire permet, comme on l'a vu, à Netflix de reprendre le contrôle sur ses sources de revenus. À ce sujet, l'entreprise a annoncé qu'elle arrêterait de communiquer sur son nombre d'abonnés au global pour les résultats et se contenterait de partager les chiffres de revenus par région. On peut voir ça comme un aveu d'échec face à l'impossibilité de dépasser un certain plafond. Mais c'est surtout parce que le nombre d'abonnés ne sera plus aussi significatif et corrélé à un résultat financier qu'avant. Encore une fois, avec les publicités, Netflix s'affranchit de cette contrainte. Aussi, l'offre avec publicité révèle une manœuvre stratégique évidente et redoutablement efficace, celle de l'ancrage. Amos Tversky et Daniel Kahneman ont identifié de nombreux biais humains qui viennent parasiter notre jugement. On en avait parlé dans ma vidéo sur les artistes qui deviennent nuls avec l'argent. Ici, l'abonnement avec publicité de Netflix permet d'exploiter le biais marketing de l'ancrage en proposant un prix assez attractif de 5,99 € qu'il n'hésite pas à mettre en avant dans toutes les campagnes de marketing ou d'affichage. C'est ce que le consommateur va retenir et ça donne l'impression que Netflix reste un produit bon marché. Mais bon, l'abonnement avec publicité et sa gestion,
c'est bien gentil, mais si aujourd'hui Netflix reste un mastodonte du divertissement, c'est pas uniquement parce qu'il a bien su gérer comment mettre des pubs sur sa plateforme. Pour comprendre pourquoi, malgré tous les changements impopulaires qu'elle a subis, la plateforme continue d'être plébiscitée, il faut s'intéresser à son positionnement. Au moment de son arrivée sur le marché, Netflix était clairement une technologie de rupture. Elle a profondément transformé nos modes de consommation et toute l'industrie du divertissement. En étant la première, elle a alors pu bénéficier d'un quasi-monopole pendant plusieurs années. Le chercheur Clayton Christensen est notamment connu pour ses travaux sur l'innovation disruptive et la rupture. Pour lui, la rupture est un processus qui va avoir la capacité de trouver ses premiers clients parmi les non-consommateurs. L'exemple le plus souvent mobilisé est celui du transport aérien low cost. Ceux qui prenaient des avions low cost au début n'étaient pas les anciens clients des compagnies préexistantes, mais ceux qui prenaient d'autres transports que l'avion parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pour Netflix, c'est pareil. Ceux qui se sont abonnés ne sont pas nécessairement ceux qui auparavant payaient à l'acte les films ou les séries sur les services de VOD, mais à l'inverse, ceux qui téléchargeaient ou consommaient autrement. L'entreprise a alors pu capturer des segments du marché qui n'étaient même pas atteignables auparavant. Roger Kerin, Raja Varadarajan et Robert Peterson se sont penchés sur les avantages offerts par le fait d'être le premier entrant sur un marché. En étant le premier à offrir une solution de streaming accessible et innovante, Netflix a pu ancrer son service comme un standard de l'industrie. Cette stratégie de préemption limite les options des concurrents pour différencier leurs produits. Les premiers entrants comme Netflix bénéficient de plus de temps pour connaître leurs consommateurs, ajuster leurs offres, ce qui renforce mécaniquement leur position sur le marché. Effectivement, vous le savez, mais la plateforme collecte énormément de données sur vous et vos habitudes de consommation. Cela leur permet de créer un environnement familier avec constamment du contenu qui a le potentiel de vous plaire et ainsi garder une longueur d'avance sur les concurrents. Et au-delà d'instaurer une habitude de consommation, Netflix a pu, bien avant les autres, créer des profils types correspondant à chaque utilisateur et même lancer la production de contenu adapté. On a par exemple vu passer une information selon laquelle il était demandé à certains scénaristes de faire dire explicitement aux personnages ce qui se passe à l'écran. Tout simplement car ils se sont rendus compte que la plupart des gens faisaient autre chose en regardant les films et les séries. Cette avance stratégique de Netflix a notamment été permise par sa diffusion en masse. On a véritablement affaire à une stratégie de l'abondance. Une abondance dans le contenu avec la production affolante de centaines de séries et de films chaque année. L'objectif était de pouvoir constituer rapidement un catalogue autonome pour devenir autosuffisant. D'où la volonté de faire des spin-offs aux séries à succès ou de créer des franchises de films comme ils ont tenté de le faire avec Rebel Moon de Zack Snyder qui devait devenir leur Star Wars. Un catalogue massif garantit que les abonnés restent engagés car il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder. Aussi, toujours dans cette logique de l'abondance, Netflix est arrivé sur le marché avec une offre extrêmement abordable pour en donner l'accès à un maximum de gens. C'est pour cette raison que l'entreprise faisait quasiment la promotion du partage de comptes. Le même principe que les dégustations au supermarché, le but était que chacun puisse se familiariser avec le produit. Pendant de nombreuses années, Netflix a perdu de l'argent et était loin du seuil de rentabilité, mais c'était voulu. Comme pour Uber, l'objectif était de créer une habitude, voire même de créer un besoin. Ou même, on l'a vu avec Amazon, avec la livraison offerte par le biais de Prime. Le but est de vous faire entrer dans un écosystème. Car ces entreprises ont bien compris une chose, une fois que vous êtes dedans, il est extrêmement difficile d'en sortir. Il y a alors tout un système qui va se mettre en place pour exploiter les biais des consommateurs. Et c'est là où on peut parler de duperie, voire d'arnaque. Vous le savez, on est tous remplis de biais cognitifs, à savoir des chemins de pensée qui sortent de la rationalité et de la logique. Le libre arbitre est en réalité une illusion et chaque seconde de notre vie, on est influencé par plein d'éléments qui vont faire que notre jugement va rapidement devenir entre guillemets déraisonnable, va sortir du simple raisonnement logique et factuel. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi de nombreuses personnes restent abonnées à Netflix. Du côté des utilisateurs, ces stratégies vont engendrer plusieurs biais qui vont nous pousser à rester abonnés. Il y en a notamment un qui s'appelle l'effet de dotation. En gros, c'est l'idée selon laquelle les gens sont plus susceptibles de conserver un objet qu'ils possèdent que d'acquérir ce même objet lorsqu'ils ne le possèdent pas. Lorsque les utilisateurs commencent à payer Netflix, même pour une courte période, ils développent un sentiment de possession envers le service. Renoncer à cet abonnement devient psychologiquement plus difficile même si son coût augmente ou si la qualité perçue diminue. Une étude célèbre de Kahneman, Knetsch et Thaler a montré que lorsqu'on donne une tasse à des participants, ils demandent environ 2 fois plus d'argent pour la céder
que ce qu'ils seraient prêts à payer pour l'acquérir. Ce phénomène illustre l'effet de dotation. On attribue plus de valeur à ce qu'on possède, même sans attachement particulier. Une fois qu'un consommateur s'est abonné à Netflix, même si l'abonnement est initialement bon marché ou offert, il attribue davantage de valeur au service qu'il ne le ferait s'il ne l'avait pas essayé. Cette perception rend les désabonnements plus difficiles, même si des offres concurrentes ou moins chères existent ailleurs. Aristote disait à ce propos, enfin pas de Netflix, mais de l'effet de dotation, la plupart des choses sont valorisées différemment par ceux qui les possèdent et par ceux qui souhaitent les obtenir. Ce qui nous appartient et ce que nous donnons nous semble toujours très précieux. Alors, renoncer à Netflix équivaut à une perte perçue de confort, de routine ou d'accès à un vaste catalogue, ce qui pousse les consommateurs à rester abonnés même s'ils ne consomment qu'une fraction du contenu disponible. Netflix a longtemps utilisé des essais gratuits pour attirer de nouveaux abonnés, ce qui s'inscrit, comme on l'avait vu, dans la logique de l'abondance. Cette stratégie permettait aux utilisateurs de s'habituer au service, de commencer à découvrir des séries qu'ils souhaitaient finir et donc d'être plus enclins à payer pour continuer leur expérience. Et ce phénomène, il a tendance à croître avec le temps. Selon l'étude d'Antenna, les clients qui sont abonnés à un service depuis plus d'1 an sont moins susceptibles de se désabonner que ceux qui sont abonnés plus récemment. Le taux de désabonnement des abonnés de la première année est environ 2 fois plus élevé que celui des abonnés de la deuxième année, etc. De manière générale, ça rejoint un autre biais basique de l'humain qui est l'aversion à la perte. Ça s'illustre parfaitement chez les traders, comme ce fut le cas dans l'affaire Jérôme Kerviel. Même après avoir perdu des milliards d'euros, il avait préféré se dire qu'il allait se refaire plutôt que d'accepter la perte. D'ailleurs, ce biais a aussi été identifié par Tversky et Kahneman, sans qui j'aurais définitivement pas pu faire cette vidéo. Évidemment, là où ce phénomène est le plus visible, ce sont dans les casinos. Vous allez me dire, quel rapport avec Netflix ? On retrouve un peu cette dynamique dans la manière dont on suit les sagas ou les séries populaires. Combien de séries on a regardé, même la saison 9, alors que c'était pas fou, parce qu'on était attaché aux personnages et certains épisodes étaient sympas malgré tout. À titre personnel, ça fait des années que je continue à aller au cinéma voir tous les Marvel, alors que je sais que je vais être déçu les 3/4 du temps. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir regardé les autres pour rien. Et je pense que c'est pareil pour ceux qui sont allés au bout de La Casa de Papel ou même The Walking Dead. On reste abonné parce qu'on a découvert des perles comme Black Mirror et même si les saisons récentes sont moins bonnes, on espère toujours retrouver cette qualité. J'ai l'impression que c'est un peu le même principe avec la plateforme. On se désabonne pas car on attend la suite de certaines séries qu'on aime bien et on se dit qu'on a investi trop de notre temps pour les lâcher en cours de route. À cela, il faut évidemment rajouter une forme de FOMO, donc Fear of Missing Out. La peur de perdre une forme de statut social et de pas pouvoir suivre les dernières séries à la mode comme Squid Game par exemple, dont tout le monde parle à leur sortie. Enfin, les utilisateurs subissent une forme d'enfermement propriétaire et surtout de biais liés à l'abonnement. Pour l'enfermement propriétaire, je pense notamment au fait qu'un bouton Netflix soit désormais disponible sur la plupart des télécommandes de télévision. C'est pas ça la définition exacte du concept, mais je trouve que c'était assez parlant pour montrer les biais du consommateur qui s'enferment très rapidement dans l'écosystème d'une marque. Désormais, les gens qui veulent regarder un film partent du catalogue Netflix plutôt que d'abord se demander quel film ils souhaitent regarder pour voir s'il est disponible. Avec un bouton Netflix sur la télécommande, la plateforme devient notre premier réflexe. Alors, on finit par regarder mercredi au lieu de chercher autre chose car c'est ce qui apparaît immédiatement sur notre écran d'accueil quand on allume la télé. Ça réduit la focale du cinéma que l'on consomme, mais ça évite aussi de voir tous les trous du catalogue et donne une impression d'abondance. Enfin, il faut qu'on parle des abonnements. Depuis quelques années, les entreprises ont clairement trouvé leur nouvelle mine d'or. Abonnements cinéma, jeux vidéo, transport, livraison de nourriture, café, voire même imprimantes. Oui, désormais, quand vous achetez certaines imprimantes, vous devez payer un abonnement pour avoir le droit de les utiliser, car elles sont connectées et rendues obsolètes en cas de cessation de paiement. Cet essor repose sur un principe basique mais simple. Les gens acceptent et peuvent plus facilement payer 15 € par mois pendant 3 ans que 540 € d'un coup pour avoir accès à Netflix. Surtout, ça permet de faire passer le coût de la plateforme comme une charge fixe, au même niveau que l'abonnement téléphone ou l'électricité. C'est quasiment devenu un besoin essentiel. L'étude dont je vous parlais au début de la vidéo sur les dépenses en streaming des Américains estime qu'en moyenne, ils dépensent plus de 30 000 € en services de streaming dans leur vie. Le tout à coût de petits virements mensuels de 15 $ par mois. Mais au-delà de nos biais humains et des stratégies mises en place par la firme, j'ai l'impression que notre rapport à Netflix a changé en raison d'un mouvement plus global, une forme de fin de l'utopie autour d'Internet, voire même de manière générale des technologies. Ce qui a longtemps été vendu comme notre échappatoire est désormais dépeint comme une prison.
Depuis quelques années, pour moi, on assiste clairement à la mort de l'utopie d'Internet et Netflix fait partie des symboles de ce mouvement. Longtemps vendu comme la solution ultime face au piratage et à tous les problèmes de l'industrie du divertissement, on se rend compte qu'en fait, la réalité est bien plus nuancée. Et c'est sûrement aussi ce retour sur Terre qui crée une forme de déception vis-à-vis de la plateforme. L'arrivée de la plateforme en France et même son lancement dans le monde s'est accompagné de nombreux discours d'escorte. Les discours d'escorte, ce sont l'ensemble des discours qui vont accompagner et encadrer un élément culturel. Par exemple, quand Facebook est arrivé, tous les reportages expliquant que ça permettrait de créer du lien social, etc. Pour Netflix, ces discours ont rapidement fait émerger une forme de vision utopique du monde, comme c'est souvent le cas avec les nouvelles technologies. On a vu apparaître la promesse d'une société où l'on pourrait consommer en illimité nos films et nos séries préférées à moindre prix et de manière légale. Ce rêve utopique est parfaitement illustré dans la publicité de Netflix France en octobre 2014. Netflix, c'est exactement ce qu'on attendait tous. Pouvoir regarder autant de séries et de films sur tous nos écrans hyper facilement. Tout pour vibrer quoi. Et le contrat? C'est simple, on peut se désabonner quand on veut. Maintenant, c'est à vous de voir, mais honnêtement, ça devrait vous plaire. Je vous laisse, on attaque la saison 2. Regardez séries et films instantanément à partir de 7,99 € par mois. Un mois d'essai gratuit. Netflix, inspiré par vous. En commençant par dire que Netflix c'est ce qu'on attendait et en concluant par inspiré par vous, la publicité ancre l'idée selon laquelle le service a avant tout été conçu pour répondre à un besoin des consommateurs et donc répondre à une demande intrinsèque. Le mot « tout » est également répété plusieurs fois et il s'accompagne du lexique de l'instantané, de la facilité et de la simplicité. Les acteurs de la pub se retrouvent même directement propulsés dans ce monde utopique rempli d'écrans et de séries en illimité. Au fil des années, Netflix a entretenu cette image de marque. Entre le slogan Netflix and Chill, la multiplication des événements IRL pour faire la promotion des séries et la volonté de s'étendre à d'autres secteurs comme le jeu vidéo. Elle a toujours mis l'innovation au centre de sa communication, ce qui lui a permis d'être aussi bien cotée en bourse. Car malgré la difficulté à être rentable dans un premier temps, sa valorisation reposait bien plus sur la promesse d'un avenir utopique que sur sa valeur actuelle. Cet imaginaire, il a durablement imprégné l'imaginaire collectif. Le retour à la réalité a alors été encore plus violent. De manière générale, depuis 5 ans, nous vivons selon moi une grande désillusion vis-à-vis des plateformes. Les biais des algorithmes deviennent connus de tous et toutes, et même les réseaux sociaux, qui étaient auparavant loués pour leur capacité à créer du lien entre les individus, sont avant tout vus comme des joujoux, des milliardaires excentriques visant à manipuler l'opinion publique. Alors que le consommateur pensait pouvoir reprendre le contrôle sur sa consommation avec l'arrivée des plateformes, c'est en réalité tout le contraire qui a eu lieu. Nous nous sommes très vite retrouvés enfermés dans des écosystèmes de plus en plus restrictifs et avec de moins en moins d'avantages. Ces mêmes avantages qui nous avaient poussés vers eux à l'origine. Si on compare avec la publicité de 2014, c'est criant. Désormais, le nombre d'écrans est limité à un foyer, le 7,99 est devenu 13,50 € et le mois d'essai gratuit a disparu. En fait, de manière globale, j'ai l'impression que notre époque revient petit à petit sur cette forme de technosolutionnisme. L'idée selon laquelle les réponses à nos problèmes viendraient constamment d'une innovation. On pensait que Netflix et Spotify sauveraient les industries du divertissement et de la musique, mais on commence aussi à se rendre compte que c'est loin d'être aussi simple. Et le pire, c'est que maintenant que ces innovations sont dans nos vies, on a du mal à en revenir. Dans plein de domaines, on remarque la difficulté pour l'être humain de revenir en arrière. Le concept de décroissance fait beaucoup débat dans le champ politique, mais dans les faits, il est difficile de l'observer dans nos comportements. Peu de gens acceptent de renoncer à des privilèges, comme celui d'avoir Netflix, même si des désavantages arrivent. Surtout que, contrairement au piratage qui a été en partie abandonné au profit des plateformes, les services de streaming sont un mode de consommation qui devient de plus en plus privilégié par l'industrie. Notamment car ça offre beaucoup de liberté aux producteurs, avec l'abolition de l'intermédiaire que représentent les salles qui prennent un pourcentage sur les tickets, mais aussi la possibilité de contrôler la visibilité ou non d'un programme qui peut apparaître ou disparaître sur la plateforme comme bon leur semble, à l'inverse d'une copie physique sur laquelle ils n'ont plus aucun contrôle. Le consommateur se retrouve piégé par ce nouveau système dominant qui devait offrir plus de liberté, mais pas tant que ça. Ces évolutions concernent l'ensemble des plateformes, mais Netflix, en tant que leader historique, cristallise davantage les frustrations, car il avait instauré des attentes élevées auprès des consommateurs. Alors, que faire? Est-ce qu'on est vraiment piégé et forcé à rester abonné à vie à Netflix même si les prix flambent et le catalogue diminue? Absolument pas, évidemment. Déjà, il existe plein d'alternatives. Des plateformes comme Mubi, Filmo, Shadows ou d'autres indépendants offrent souvent une expérience plus satisfaisante pour les cinéphiles. Même Arte ou France.tv proposent gratuitement des films et des séries très intéressants. Et si vous êtes dans une grande ville, je vous conseillerais même de prendre un abonnement cinéma. Parfois, ça revient quasiment au même prix. Pour éviter de payer trop cher, les packs ont commencé à voir le jour, notamment chez Canal+. Ou sinon, puisque ces abonnements restent sans engagement, une solution trouvée par de nombreux consommateurs, c'est simplement
de ne pas maintenir un abonnement continu, mais de payer uniquement quand un programme les intéresse. Depuis 2019, les taux de désabonnement globaux des plateformes ont presque triplé selon le cabinet d'études Antenna. Ce qui est appelé les serial churners, c'est-à-dire ceux qui ont résilié au moins 3 abonnements à des services premium de SVOD au cours de ces 2 dernières années, représentent 23% des consommateurs, toujours d'après l'étude d'Antenna, et 40% des abonnements résiliés. C'est une manière efficace de reprendre le contrôle sur nos dépenses et surtout sur le monopole de ces plateformes, en particulier Netflix. L'objectif de cette vidéo est pas de dire que Netflix est devenue la pire plateforme du monde, mais de montrer comment, sous couvert de nous offrir plus de liberté, on peut rapidement se retrouver enfermé dans des écosystèmes de moins en moins avantageux. Et ça vaut pour Netflix, mais ça vaut pour plein d'autres produits et plein d'autres services et plein d'autres marques. Désormais, c'est à nous de réussir individuellement et collectivement à mieux nous en sortir. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Laure Perrault d'avoir accepté de répondre à mes questions sur l'intrusion publicitaire. C'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à aller lire son article. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes encore abonné à Netflix? Est-ce que vous vous êtes désabonné? Dans quelle catégorie et dans quels éléments vous vous retrouvez? Ou à l'inverse, vous vous retrouvez pas? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve dimanche prochain dans 2 semaines. C'était Adam Bros. Ciao!